Le titre de cette interview, ça évoque quoi? Partie évoque partie de vie, partie du monde intérieur, partie du monde extérieur. Ça peut être les membres d'une famille, les membres d'une association, les parties du monde. Et chaque partie a comme objectif la survie. Et donc, il peut y avoir de l'harmonie, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des associations, il peut y avoir de la dissension. Et en fait, l'objectif, c'est qu'au sein de soi, on puisse trouver la paix, l'harmonie, parce que, évidemment, cela va rejaillir sur le monde extérieur. Une partie de vous était kiné, et une autre s'est intéressée à l'EMDR. Comment ont-elles négocié ce tournant? En fait, le tournant s'est négocié dès la fin de mes études, où je me suis très vite formée à la sophrologie. J'ai accompagné des patients au niveau de la gestion de l'anxiété, du stress, et beaucoup de mamans dans la préparation à l'accouchement. Et puis naturellement, je me suis formée à l'hypnose ericksonienne, puis à la thérapie stratégique brève, et c'est dans le suivi que, dans un objectif d'être au plus près de la souffrance des patients, j'ai rencontré le MDR sur mon chemin, et c'est comme cela que cela s'est mis. Quels ont été les moments forts de votre parcours en EMDR? Eh bien, le tout premier contact avec le MDR a été lors d'une conférence à Bruxelles à la fin des années 90, où Bill O'Hanlon donnait une formation, et il a donné 3 phrases avec lesquelles on pouvait partir en EMDR. Et j'ai commencé, et le processus auquel j'ai été confrontée et que j'ai vu se dérouler sous mes yeux était tellement incroyable que j'ai voulu suivre une formation parce que il fallait que je puisse avoir le contrôle de ce qui se passait sous mes yeux. Donc j'ai fait ma première formation au niveau 1 EMDR avec Roger Solomon, le niveau 1 en l'an 2000, le niveau 2 l'année suivante, et puis j'étais aux Chutes du Niagara pour faire l'art de l'EMDR avec lui. Et puis, mais voilà, cette aventure extraordinaire a continué puisque j'ai rejoint l'équipe de BIP en 2003, je pense, et on a contribué, toute l'équipe, à lancer la formation EMDR en Belgique. Et j'ai aussi été comme superviseur pendant 9 ans. Et en lançant cette formation EMDR en Belgique, nous avons invité David Servan-Schreiber, et cette rencontre avec lui a été vraiment fantastique, tant sa bienveillance et son intelligence ont été marquantes. Et puis en 2005, il y a eu le congrès EMDR à Bruxelles. J'ai eu l'énorme chance de rencontrer Francine Shapiro. Et voilà, ça laisse aussi une trace importante. Ensuite, évidemment, il y a le travail avec Roger Solomon qui a continué, puisque cette année, j'ai effectué avec lui le 15e art de l'EMDR. Alors je suis parfois facilitatrice et parfois participante, parce que j'estime que le travail sur soi-même doit continuer, doit se poursuivre. C'est un must pour le travail avec les personnes traumatisées. Est-ce que toutes les parties sont contentes d'organiser l'art de l'EMDR, et comment s'est passée cette dernière édition? Bien évidemment, toutes mes parties sont ravies d'organiser l'art de l'EMDR. C'est vraiment une aventure formidable, parce que pendant 4 jours, il y a un contexte tout à fait particulier et privilégié pour permettre aux participants de pouvoir travailler sur eux-mêmes, et donc de faire l'expérience de l'EMDR sur eux-mêmes, mais aussi d'améliorer leur travail comme thérapeute avec un maître en la matière qui est Roger. Et donc, oui, en effet, je suis ravie. La dernière édition a rassemblé des vétérans, donc des personnes qui avaient déjà suivi l'art de l'EMDR dans le passé, et des nouveaux participants qui étaient évidemment un petit peu stressés à l'idée de se lancer dans cette aventure, mais tout le monde reste marqué parce qu'en tant que thérapeute, ça change la manière de travailler par la suite avec les patients.
le travail avec les parties et le MDR sont-ils compatibles? Et bien évidemment, le travail avec les parties se fait dans la phase 2, de la phase de préparation donc de l'EMDR. Et ce travail permet de stabiliser le système interne, ce qui permet, lors du travail avec les personnes qui ont du traumatisme complexe, de pouvoir éviter un travail trop fastidieux. Donc, ça permet d'éviter le submergement lors de la phase de désensibilisation, ou ça permet d'éviter les phases de bouclage. Et donc, ce que je pourrais dire, c'est que la désensibilisation est beaucoup plus écologique, c'est-à-dire que le travail se fait d'une manière plus fluide, peut-être plus rapide, et avec moins de souffrance pour le patient et moins d'énergie pour le thérapeute. Nous avons découvert une partie de vous qui est auteur. Pouvez-vous nous parler de ce livre qui vient de paraître? Alors ce livre a été coécrit avec Manuel Obchet et ça a été vraiment une grande joie d'écrire ce livre en collaboration avec elle. Et nous avons voulu répertorier dans ce livre un nombre de questions qui étaient habituellement posées en supervision, c'est-à-dire des blocages qui revenaient régulièrement. Et donc, à travers ces 110 questions, parce qu'il y a 10 questions qui sont données en complément numérique, nous avons voulu donner un cadre à travers lequel les cliniciens pouvaient trouver des repères dans le travail avec les patients traumatisés. Et donc ce livre, il est décliné en 7 chapitres. Il y a un premier chapitre qui traite du cadre général, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'être traumatisé, qu'est-ce que c'est qu'un plan de traitement. Donc c'est vraiment des bases. Ensuite, il y a un chapitre qui traite de la psychoéducation, parce que c'est un passage vraiment important de partager cela avec le patient si on veut vraiment qu'il soit un collaborateur dans le travail. C'est un peu comme si on roulait à deux sur un tandem, eh bien il faut lui donner les éléments nécessaires pour comprendre qu'est-ce que c'est que être traumatisé et qu'est-ce que c'est que le plan de traitement pour être vraiment à deux et avancer dans la thérapie ensemble. Ensuite, il y a un chapitre qui traite du diagnostic. Il est nécessaire de pouvoir voir le diagnostic du patient, être au plus juste de la problématique du patient. Ensuite, nous allons parler du traitement en 3 phases. La phase de stabilisation, la phase de confrontation, la phase d'intégration, qui sont des phases qui sont un peu comme en boucle. Et puis, ensuite, nous allons avoir un chapitre qui est dédié aux thérapeutes en séance, parce qu'en effet, nous savons que travailler avec un patient traumatisé, c'est quelque chose qui est parfois difficile, et en tant qu'être humain, on peut être impacté par ce qui se passe entre 2 personnes, la problématique du patient, la problématique personnelle, mais aussi ce qu'il projette sur le thérapeute. Et donc, il y a de nombreux défis à dépasser et nous allons traiter de cela pour que le traitement se passe de la meilleure manière qui soit. Donc, nous avons voulu, à travers toutes ces questions, faire en sorte que les principaux défis auxquels le thérapeute est confronté pendant les séances de thérapie avec le patient traumatisé soient abordés et lui donner des pistes de réflexion qu'il va pouvoir bien évidemment ensuite approfondir par des lectures supplémentaires ou des formations, mais au moins il y a un guide pour lui permettre d'avancer dans ce travail.